Bonjour à tous. Donc, cette présentation est destinée à faire une introduction pour vous apporter des chiffres clés sur les impacts carbone des aliments, au même titre que la présentation qui a eu lieu hier sur les impacts d'un kilo de porc au portail de la ferme. Donc, j'ai pris les références dans la même base de données qui est la base de données Agribalise. Donc, hier, je vous ai parlé d'un porc moyen conventionnel qui était présent dans cette base. Eh bien, pour vous présenter les valeurs aujourd'hui, j'ai extrait l'aliment et les impacts de l'aliment donnés à ce porc moyen France conventionnel. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là hier, Agribalise, c'est une base de données gratuite publique produite par l'ADEME dans laquelle vous pouvez trouver des impacts de produits agricoles au portail de la ferme ou rendus consommateurs. Donc, ça, c'est la valeur dont je vous ai parlé hier, qui est l'impact d'un kilo de porc au portail de la ferme, donc de 2,73 kg équivalent CO2. Et les aliments se trouvent dans les émissions indirectes, donc la moitié, à peu près 46% des valeurs de cet impact. Et dans ces émissions indirectes, au final, les aliments représentent 42% de l'impact de ce kilo de porc au portail de la ferme. Concernant le périmètre d'évaluation de l'impact de ces aliments, le voici ici représenté. Donc, en sortie de ce périmètre, on se retrouve avec des tonnes d'aliments amenés à l'éleveur. Et dans les différentes étapes prises en compte, il y a d'abord la fabrication de l'aliment en tant que tel, la fabrication des matières premières, donc à nouveau le blé, le tournesol, le colza, les coproduits, les acides aminés également. Et il y a aussi la production des intrants nécessaires à la production de ces matières premières. Donc là, on va parler de fioul, de produits phytosanitaires, d'engrais minéraux, de tracteurs, construits et utilisés également pour les opérations au champ. Pour réaliser ce bilan carbone, on va considérer différents gaz à effet de serre qu'on va comptabiliser sur ce périmètre. Donc, il y a le protoxyde d'azote, donc N2O. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des émissions directes de ce gaz qui proviennent du champ ou de la production des engrais minéraux, mais il y a aussi une partie de l'ammoniac qui va être émis dans ce périmètre et qui va se convertir en protoxyde d'azote. Donc, lorsqu'on veut quantifier ces quantités de protoxyde d'azote, il faut à la fois considérer les émissions directes de ce protoxyde d'azote et également les émissions d'ammoniac avec un facteur de conversion. L'autre gaz qu'on va rencontrer dans ce périmètre, c'est le dioxyde de carbone, donc CO2, qui va lui être lié aux opérations de transport et aux consommations d'énergie qui vont avoir lieu dans ce périmètre. Ensuite, l'impact de la tonne d'aliments, ça va revenir à sommer ces émissions de gaz à effet de serre, mais là, on a deux gaz différents, donc le N2O et le CO2. Donc, pour pouvoir les ramener à une unité commune qui est le kilo équivalent CO2, on utilise des pouvoirs de réchauffement globaux. Donc, pour le N2O, c'est un facteur de 298 et pour le CO2, un facteur de 1. Et ainsi, on obtient des kilos équivalents CO2 qu'on divise par des tonnes d'aliments. Donc, je vous propose maintenant, dans l'alimentation de cet élevage moyen conventionnel français, de faire un focus sur l'aliment engraissement, parce que c'est celui qui représente les plus gros tonnages et donc qui explique le plus gros de l'impact aliment de cet élevage, 66%. Donc, l'impact d'une tonne d'aliment engraissement moyen, elle est de 349 kg équivalent CO2 par tonne dans Agribalise. Cet aliment, dans Agribalise, il a été considéré à 70% acheté dans l'élevage moyen et 30% fabriqué à la ferme pour représenter les pratiques moyennes françaises. Dans la composition, donc, on avait travaillé cette composition sur la période 2005-2009 en prenant le prix des différentes matières premières. On retrouvait donc celle qui est représentée dans le camembert avec 3/4 de céréales, également des tourteaux largement représentés et puis des acides aminés et des minéraux que vous voyez ici représentés. En ce qui concerne les postes qui ont joué sur cet impact, je vais vous parler d'abord des postes minoritaires. Donc, ce que vous voyez tout en bas du graphique, en orange, c'est le transport. Donc, soit le transport des matières premières jusqu'au fabricant d'aliments ou le transport du fabricant d'aliments jusqu'à l'élevage. Ça représente vraiment un impact mineur. Ce qui représente aussi un impact mineur, c'est ce que vous avez tout en haut, c'est la fabrication d'aliments en tant que tel, avec le broyage des matières premières et la granulation éventuelle. Donc, ces deux postes-là, que ce soit le transport ou la fabrication, on est à moins de 10% de l'impact de l'aliment.
Le gros de l'impact d'aliments, ce sont donc les autres couleurs et ça correspond à la production des matières premières directement au champ, hein, pour la partie jaune en céréales et également pour les parties bleues qui sont des tourteaux, la production au champ et ensuite la trituration. Ces matières premières individuellement, si on fait un focus sur elles, elles ont des impacts très très différents. Donc je vous ai mis que quelques exemples, hein. Vous avez le poids à gauche, vous avez un acide aminé à droite. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a des matières premières qui ont des impacts très élevés, de plusieurs milliers de kilos équivalent CO2 par tonne, hein. Donc c'est le cas notamment de l'acide aminé et du tourteau de soja brésilien. Et on a des matières premières qui ont des impacts beaucoup plus faibles, comme ce qu'on a sur la gauche, par exemple, avec le poids. Donc ça, c'est un élément, bien sûr, qui va rentrer dans le calcul. Mais le deuxième élément qui va rentrer dans le calcul, c'est le taux d'incorporation. Par exemple, les acides aminés ont des impacts très importants, mais comme ils sont mis dans l'aliment avec des taux d'incorporation très faibles, au final, ce ne sont pas eux qui vont expliquer la valeur carbone de l'aliment. Nouveau focus sur deux matières premières pour savoir aussi dans la production de ces matières premières, qu'est-ce qui joue. Donc sur la gauche, vous avez le cas du maïs, donc avec son impact sortie champ, et sur la droite, vous avez le cas du tourteau de soja brésilien avec son impact également sortie d'usine. Donc, pour le maïs, ce qu'on voit, c'est que c'est la partie bleue qui explique le plus l'impact. Et cette partie bleue, ce sont les émissions directes au champ. Donc, ça veut dire que c'est vraiment la fertilisation qui va engendrer les émissions de gaz à effet de serre et également la nitrification, dénitrification qui va se passer au niveau des sols. Donc, c'est surtout ça qui va expliquer l'impact carbone du maïs. Pour le tourteau de soja, il y a un nouveau poste qui apparaît, qui est en violet, et qui est le changement d'occupation des sols. Donc, souvent, on parle du tourteau de soja brésilien et de son lien avec le climat du fait de la déforestation. Eh bien, cette déforestation se traduit justement par toute cette partie violette qui est un changement d'affectation des sols. Donc, on convertit une forêt en une terre cultivée. Donc, c'est ça qui va expliquer la valeur. Donc, je vous ai donné la valeur dans Agribalis, qui est de 349 kg équivalent CO2 par tonne. Selon les études, cette valeur n'est pas fixe, hein. Vous pouvez trouver d'autres résultats dans la littérature. Donc, je vous ai mis deux exemples de travaux et de projets où il y a des valeurs d'impact de tonnes d'aliments qui ont été calculées. Un projet EcoAlim et un projet Phidogene. Et dans ces deux projets-là, on a cherché à réduire cet impact. Donc, dans EcoAlim, on a cherché à faire une formulation multi-objectif qui a intégré les impacts environnementaux et on a réussi à réduire les impacts de 14%. Et dans Phidogene, on a cherché à remplacer le tourteau de soja brésilien par d'autres sources de protéines européennes et on arrivait dans ce projet à réduire de 11%. C'était pour que vous vous rendiez bien compte qu'il y a une hétérogénéité de valeurs aussi dans la littérature et qui va dépendre de la formulation des aliments et donc du contexte économique du moment. Voilà, j'en ai fini avec mon introduction.